C'était l'occasion aussi cette journée de faire un petit point sur les produits de santé de la liste en sus. Donc, on vous partage cette analyse. Sur les consommations des molécules onéreuses de la liste en sus, au premier semestre 2023, on est sur une évolution qui est toujours dynamique, avec sur ce semestre 2023 des montants remboursés qui sont à la hauteur de 258 millions d'euros contre 238 millions d'euros en 2022. Un volume d'UCD qui est en baisse, moins 6%, mais par contre un montant moyen par UCD qui augmente forcément à plus 15%. Par type d'activité, voilà, la liste en sus, c'est essentiellement dû à une activité MCO, puisqu'on a 254 millions d'euros sur les 258 millions qui concernent l'activité MCO, et 4 millions environ sur l'activité HAD, qui est en forte progression, l'activité HAD à plus 44%, contre plus de 7,9% sur l'activité MCO. Par contre, c'est à mettre en relation parce que l'activité HAD, plus de 80% des dépenses de la région sont le fait d'un établissement en particulier qui a développé très fortement la chimiothérapie. Donc, vous voyez, sur les 4 millions et quelques, il y a plus de 3 millions qui sont l'HAD d'un établissement. Lequel, on peut le dire peut-être, c'est le CHU de Lille qui a développé voilà, l'HAD de façon très importante avec tout un arsenal, hein. On est sur du myélome avec du daratumumab, on est sur du cancer du sein, sur aussi de l'hémato. Donc, voilà. Ils ont un médecin coordonnateur qui est très, très investi dans la thématique. Si on va un petit peu plus loin dans les dépenses, on se rend compte qu'il y a plus de 70% qui concernent les anticancéreux, toujours sur ce champ du premier semestre 2023. Environ 16% les immunosuppresseurs. Et puis, on voit une augmentation très importante des anti-hémorragiques, puisqu'on est à plus 44%, plus 43,9% et plus 20,9% en volume, avec l'inscription d'Elimbra, hein, l'emicizumab que vous connaissez, et le Novoseven, l'heptacogue alpha, qui fait augmenter les anti-hémorragiques. On a aussi, qui dit inscription sur la liste en sus, dit sortie de produits. Bon, comme vous le savez, il y a les antifongiques qui sont sortis de la liste en sus en mars 2023, avec la radiation de caspofongine et de posaconazole. Donc, vous pouvez le voir, là, on est à moins 45,8% en volume et moins 42,5% en montant. On continue un petit peu d'aller plus finement dans les mailles, dans la maille, et on fait un petit point sur le top 20 des molécules onéreuses, toujours au premier semestre 2023. Et on a donc une spécialité qui est le Keytruda, le pembrolizumab, avec des indications qui sont multiples, hein, cancer tête et cou, poumon, mélanome, et je passe. On atteint quasiment les 60 millions d'euros sur un semestre, hein, donc on va dépasser les 120 millions d'euros à l'année sûrement. On a le daratumumab aussi, qui évolue très fortement, hein. Tout ce qui est en rouge, c'est les molécules qui sont fortement contributrices à l'évolution. Daratumumab, c'est le Darzalex, avec des indications dans le myélome. Dans la sclérose en plaques, ocrelizumab, Ocrevus, qui évolue à plus 20% en UCD et plus 19% en montant. Une très forte évolution de Tecentriq. Tecentriq, c'est atezolizumab, avec des indications dans le cancer bronchique et dans le carcinome hépatocellulaire. Vous voyez, on est quasiment à plus 50% dessus. Et puis, un petit dernier, on l'a mis en rouge aussi, qui est l'association de pertuzumab et de trastuzumab, c'est le FESGO, cette association de sous-cutanés qui évolue à plus de 80%. Vous voyez là-dessus. Donc ça, en rouge, on a les molécules fortement contributrices. En bleu ciel, on a les carticelles, donc, qui sont sur la liste en sus, donc au nombre de 15 sur le premier semestre. Alors, ça ne prend pas l'exhaustivité des carticelles, parce que les carticelles, on va en avoir en accès précoce, bien évidemment, un certain nombre, et c'est seulement, voilà, c'est seulement celui de la liste en sus, 15. En bleu, on a une nouvelle spécialité qui a été inscrite en mars 2022, qui est l'Ultomiris. Donc, l'Ultomiris, c'est le ravulizumab, qui est dans le traitement de l'HPN chez les patients adultes. Et en fait, c'est ceux qui présentent une hémolyse avec un ou des symptômes cliniques indiquant une forte activité de la maladie. Et c'est des patients qui sont stables après un traitement par eculizumab, d'accord, au moins dans les 6 derniers mois. Donc, on voit l'eculizumab, donc le Soliris qui est en baisse, vous voyez, moins 46%, et le switch qui se fait vers l'Ultomiris sur des patients qui sont stables depuis 6 mois. Et après, sur les stensus, on a l'effet biosimilaire et générique avec le trastuzumab qui n'évolue pas en montant ni en volume, mais où on constate une baisse par contre avec des baisses de prix en fait des biosimilaires de trastuzumab. On a l'infliximab qui baisse légèrement et qui baisse en montant à moins 30%.
Et on a un phénomène rare, c'est le bevacizumab qui continue à augmenter avec une baisse de montant. Alors pourquoi il augmente le bevacizumab? Parce qu'il y a une nouvelle indication dans le carcinome hépatocellulaire avec justement le Tecentriq atezolizumab. Et donc en fait, on a encore une utilisation plus importante de bevacizumab par rapport à l'année 2022. Il y a une question, justement, on en profite. Bevacizumab, on est dans le cadre d'une AMM miroir, d'accord? Donc, on a une AMM miroir, c'est-à-dire qu'on a l'indication pour le Tecentriq, mais on ne la retrouve pas pour les biosimilaires d'avacizumab. Cette indication, elle est codée en I9999, d'accord? C'est important parce que ça, on a une question régulièrement. Pour l'instant, il y a un décret qui est passé, normalement, qui devrait passer, les AMM miroirs devraient avoir un code propre, on l'attend depuis 2 ans là-dessus. Mais pour l'instant, on est bien sur un code I9999. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté aussi sur Listansus? On a l'inscription, donc on vous a fait le choix de 3 produits qui ont un impact. Un dans le myélome multiple qui s'appelle le Sarclisa, c'est l'isatuzumab, avec 2 indications, une en association avec carbizozime et dexaméthasone, et l'autre pomalidomide et dexaméthasone, d'accord, avec les codes d'indication au regard, le 606 et le 607. On a aussi un traitement d'une maladie orpheline, de maladie rare, un traitement enzymatique substitutif des manifestations non neurologiques chez les patients atteints d'alpha-manocidose légère à modérée. Donc ça, c'est important, c'est vraiment légère à modérée l'indication, sinon c'est du ORMM. Donc le produit s'appelle le LAMZ et on est sur l'ADC, c'est Velmanaz. Et dans la leucémie, on a une nouveauté aussi qui s'appelle donorubicine cytarabine, le Vyxeose. Et là, on va être sur la leucémie aiguë myéloblastique avec secondaire un traitement spécifique. Et il y a un critère d'âge qui est assez rare sur des spécialités. On est bien uniquement chez des patients âgés de 60 à 75 ans. Donc les 3 nouveautés importantes sur Alistansus sur le premier semestre 2023. Vous le savez, depuis des années, l'Omedit, l'assurance maladie, l'ARS et vous, en tant qu'établissement, on est engagé dans la promotion des biosimilaires. C'est aussi l'occasion cette journée de faire un point au niveau des chiffres. N'oubliez pas qu'on peut retrouver un e-learning réalisé par notre collègue Mathieu Degraff sur le site internet. Il y a des flyers, il y a des affiches, il y a des tables de prix. Donc n'hésitez pas à retourner sur notre site internet si vous ne savez pas, pour avoir des outils de sensibilisation. Et où est-ce qu'on en est sur les biosimilaires de la Listansus en 2023, premier semestre 2023? On a d'abord l'infliximab, qui était le premier biosimilaire commercialisé en 2015. Vous voyez qu'on est passé de 85,3 à 88,7%. Et vous allez voir, il y a un décalage total dans cette molécule par rapport aux autres qu'on va vous présenter, d'où la contractualisation CAQES. Voilà. Si certains établissements ont été ciblés dans le cadre de l'infliximab cette année, c'est bien qu'il y a un décalage. On a du mal à atteindre le même taux que les autres biosimilaires. Parce que vous allez le voir, rituximab commercialisation en 2017, on est à 98,3%. Voilà, on est passé de 95,6 à 98,3 en 2023. Trastuzumab, 99,4%. Donc ça, c'est un biosimilaire, le biosimilaire d'Herceptin en 2018. Donc, vous voyez, on est déjà à 99,4%. Et le bevacizumab, 99,5%, on attend, qui était commercialisé en 2020. Donc, on ne va plus vous embêter avec ces 3 biosimilaires. Hein. Je pense qu'ils vont arrêter d'être suivis. On est quasiment à 100%. Le dernier focus sur les biosimilaires de Listansus, avant l'arrivée de nouveaux, hein, parce qu'on en a de nouveaux qui vont arriver, ça sera l'infliximab et son suivi. Pertinence de la voie sous-cutanée. Donc, Olivia nous l'a présenté. C'est un indicateur du CAQES. Quel est le principe, le grand principe de cet indicateur? C'est de se dire, dans les associations IV, on ne va pas utiliser de sous-cutanée parce qu'il y a déjà d'autres formes IV et il n'y a pas d'avantage à utiliser une sous-cutanée. D'accord? Donc, on bannit, on ne veut plus utiliser les formes sous-cutanées dans le cadre d'associations IV. Donc, on vous a embêté avec cet indicateur, là-dessus, contractualisation, suivi, là-dessus, mais est-ce qu'il y a des résultats? Parce que c'est ça qui peut se poser la question. Hein. Si quelque part vous investissez, nous aussi, il faut qu'on puisse mesurer les résultats et les comparer aussi à la nation. En 2021, d'accord, pour les patients qui avaient des séances de trastuzumab en région Hauts-de-France, donc c'est le haut, d'accord, on avait 40% environ des séances en région Hauts-de-France qui étaient faites avec la sous-cutanée de trastuzumab nommée Herceptin sous-cut, d'accord? En France, pareil, sur l'année 2021, on était à 44% à peu près, voilà, sur l'année 2021. Qu'est-ce qui se passe après la contractualisation au premier semestre 2023? On est passé donc de 44 à 35% en région Hauts-de-France. Vous m'excuserez, j'espère que vous arrivez à voir parce que c'est petit. D'accord? On est bien sur le premier semestre 2023, on est bien sur le champ MCO, Listansus. Et donc,
au niveau national, on a 50% quasiment d'utilisation de la sous-cut. Donc, on a, avec l'investissement de l'assurance maladie, de l'ARS, de l'Omédit et surtout des établissements, parce que c'est quand même vous qui mettez en place ces indicateurs, un décalage de 30%. Parce que si on est à 50% au niveau national et à 35% en région Hauts-de-France, dans l'utilisation de la sous-cutanée. Donc, il y a vraiment un vrai investissement. C'est un indicateur qui a fonctionné grâce à vous. Et pourquoi faire tout ça? C'est vrai, on fait la promotion des biosimilaires, il y a l'assurance maladie qui va vérifier les facturations, on s'investit dans des indicateurs de pertinence qu'on mesure. Voilà, on est tous investis là-dessus, mais qu'est-ce que ça fait concrètement, par exemple, sur le trastuzumab, sur des séances de trastuzumab? Est-ce qu'il y a des décalages entre les patients, voire plutôt les patientes, hein, si on est sur du trastuz, ça va être essentiellement des patientes, en Hauts-de-France par rapport à la nation? Oui, oui, il y a des décalages. Vous voyez, on a sur le premier semestre 2023 à peu près 61 millions de montants de trastuzumab, d'accord? On a environ 4,5 millions en région Hauts-de-France. Et quel est le montant par séjour, en fait, pour une patiente qui est soignée en région Hauts-de-France ou un patient qui est soigné en région Hauts-de-France? Vous voyez qu'on est à 667 euros contre 761 euros au niveau national. Donc, ça veut dire qu'en fait, une cure de Trastu, elle coûte 100 euros moins cher en région Hauts-de-France qu'en moyenne nationale. Et je vous passe l'écart avec les régions, de certaines régions. On est carrément à 250, 200, 250 euros pour une séance de trastuzumab avec certaines régions sur le bas. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'EMI, d'accord? On a un EMI par séjour qui est de 143 euros, comme vous pouvez le voir là, d'accord? Contre 106 euros au niveau national, donc 40 euros de plus pour l'assurance maladie et pour l'établissement. Et vous voyez, pareil, la différence avec d'autres régions là-dessus en dessous. Donc, il y a vraiment, en fait, c'est des indicateurs. Votre investissement fait que ces indicateurs fonctionnent et qu'il y a vraiment une économie pour la collectivité et aussi pour les établissements via l'EMI. Merci encore. Un focus rapide pour rattraper un petit peu le temps. On a un petit peu décalé sur les DM, la liste en sus. Il y a une évolution qui est dynamique, mais elle est quand même moins dynamique pour les molécules onéreuses. Et pourquoi? Guillaume, tu l'as rappelé tout à l'heure, hein, la crise sanitaire, ça a impacté, mais pas beaucoup en fait les molécules onéreuses. Au final, les séances de chimiothérapie, elles ont bien eu lieu. Par contre, les interventions chirurgicales, ça n'a pas été les mêmes, surtout en traumato, en orthopédie, où là, on a vraiment une baisse qui était incroyable. Et en 2020, par exemple, on a eu une baisse de volume de 13%. Sur les dispositifs médicaux. Donc là, on rattrape juste plutôt l'année 2019. Voilà, on a dépassé l'année 2019. Voilà. Mais il y a vraiment eu un creux sur les consommations de DMI. Les consommations de DMI de la liste en sus, vous le voyez, à 90%, c'est tout ce qui est système musculaire et squelette et système cardiovasculaire, et même à 98% quand on est en volume. Donc on atteint au premier semestre 2023 93 millions d'euros pour le premier semestre 2023. On ne va pas détailler sur les DMI par rapport au temps. On voulait par contre vous faire part, et aussi si jamais il y a un oubli de facturation par rapport à ça, l'EDM, la prise en charge transitoire. Donc c'est l'article L 165.1.5 du Code de sécurité sociale. Ça concerne les DM qui disposent d'un marquage CE. Le dispositif médical ne doit pas être pris en charge dans le cadre des prestations d'hospitalisation. S'agissant de la prise en charge, elle a lieu en fait, pendant 12 mois, le temps en fait que le laboratoire fasse une demande, un dépôt. L'entreprise peut solliciter un renouvellement de cette prise en charge lorsque celle-ci a été suspendue et elle cesse définitivement lorsque l'exploitant n'a déposé aucune demande d'inscription sur la LPP dans les 12 mois suivant la suspension. Quels sont les DM qui sont concernés? D'accord? À l'heure actuelle, à octobre 2023, on a 4 dispositifs médicaux dans la prise en charge transitoire. On a le système de réduction du sinus coronaire Neovasc. On a le cathéter de dénervation rénale Simplicity Spiral. Et on a le système de réinstillation du CHIM, que ce soit le kit d'initiation ou le kit de renouvellement. Nous, on est allé chercher ce qu'on a retrouvé sur la liste en sus. Et pour l'instant, on n'a retrouvé que 4 dispositifs médicaux facturés par 3 établissements et qui correspondent au système de réduction du sinus coronaire. Voilà, donc ça, c'était important. Vous voulez faire un point là-dessus. Pour gagner du temps, je vais m'arrêter là.